Bonjour et bienvenue sur E-Commerce Geeks, le podcast des passionnés du e-commerce. Nous sommes Yohan Bassinet et Irina Nikou et nous partageons avec vous des stratégies de croissance e-commerce, des réflexions sur les tendances marketing, des idées pour vous aider à mieux vendre en ligne. Ce podcast sort toutes les semaines, pensez à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Plus de la moitié des e-commerçants français font des ventes à l'étranger et la grande majorité d'entre eux souhaitent se développer à l'international. Alors, internationaliser son activité e-commerce est une belle opportunité de croissance. On multiplie les ventes en acquérant de nouveaux clients à l'étranger. Rien que l'Europe représente une population de près de 580 millions d'habitants, dont 67% ont l'habitude d'acheter sur Internet. En principe, ça a l'air simple. On se dit, je vais traduire vite fait mon site et les clients viendront. En réalité, la traduction n'est pas une mince affaire. Et on va voir ça plus en détail dans cet épisode. Mais en amont, vous devez réfléchir, bien évidemment, au marché que vous ciblez en fonction de vos objectifs. Étudier le marché pour voir si votre offre correspond aux besoins des consommateurs. Ensuite, il faut penser à la localisation. Ça veut dire prendre en compte les spécificités du pays, le comportement des consommateurs et leurs habitudes d'achat en ligne, les différences culturelles. Une localisation réussie implique beaucoup de choses, mais voici 5 facteurs à prendre en compte. Premièrement, pensez à adapter votre catalogue produit et vos offres. Chaque marché est différent, ce qui fonctionne en France peut échouer à l'étranger, en fait il n'y a aucune garantie. Et si vous voulez tester le marché et voir l'attrait pour vos produits dans le pays que vous ciblez avant de décider de vous implanter, une bonne manière de le faire est de vendre ces produits sur une place de marché. Mais l'analyse des données de votre site e-commerce peut aussi vous donner des indices. Par exemple, si vous remarquez qu'il y a pas mal de visiteurs et beaucoup de commandes qui proviennent de la Suisse, ça veut dire qu'il y a une opportunité à vendre plus sur ce marché et ça peut être une bonne idée d'adapter légèrement votre offre et de traduire peut-être votre site en allemand. Posez-vous la question, y a-t-il certains de mes produits qui seront plus adaptés à ce marché ou des produits que je devrais peut-être supprimer? Un e-commerce spécialisé dans l'ameublement, par exemple, ne proposera pas des grandes tables à Hong Kong où la majorité des gens vivent dans des petits appartements. Si vous vendez une seule gamme de produits, est-ce qu'il faudrait l'adapter au marché local, l'adapter aux standards locaux, à la réglementation ou bien aux préférences locales en termes de couleur ou de taille? Une autre chose à prendre en compte, c'est d'adapter l'ergonomie du site. Souvent, les habitudes de navigation ou la signification des éléments graphiques diffèrent légèrement d'un pays à l'autre. Par exemple, si vous voulez créer une version de votre site en arabe ou en hébreu, le sens d'écriture des textes sera orienté de droite à gauche. Donc, vous devrez adapter la mise en page du contenu pour offrir la meilleure expérience possible aux utilisateurs. Une autre chose à laquelle il faut faire attention, ce sont les moyens de paiement. En France, par exemple, on a l'habitude de payer par carte bancaire pour acheter sur Internet, mais en Allemagne, les gens y payent beaucoup par virement bancaire. Et dans des pays comme l'Italie ou la Roumanie, les consommateurs préfèrent payer en espèces à la livraison. Oui, et c'est aussi important d'adapter les options de livraison, la politique de retour à chaque pays, et de prendre en compte la législation locale. En fait, posez-vous les questions, quels sont les délais de livraison de vos concurrents ? Si vos concurrents livrent en une journée et que vous proposez une livraison en 7 jours, vous aurez du mal à convaincre. Aussi, est-ce que vous allez livrer depuis votre entrepôt à l'international ou via une plateforme logistique comme Amazon ? Quelles sont les options de livraison préférées dans le pays ? En France, par exemple, plus de la moitié des acheteurs préfèrent la livraison en point relais, qu'ils trouvent plus pratique et à un prix plus abordable. Mais ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Et cinquième, et un des facteurs les plus importants de réussite, c'est la langue. On doit traduire le site, les emails, adapter la stratégie de référencement et toutes les campagnes marketing dans la langue ou les langues du pays. En fait, tout le monde préfère acheter sur un site local ou un site qui est dans sa langue. D'après une étude de Harvard Business Review, 72% des internautes préfèrent acheter sur un site qui est dans leur langue et pour plus de la moitié des acheteurs, c'est quelque chose qui est même plus important que le prix du produit.
Par expérience, je sais que pour la plupart des e-commerçants, traduire le site est un vrai défi. Alors aujourd'hui, on va parler plus en détail de la traduction et de ses enjeux pour l'internationalisation. Et c'est la raison pour laquelle nous avons invité Augustin Prod, CEO de Weglot. Weglot, c'est une solution qui permet de simplifier et d'automatiser la traduction de son site en plusieurs langues. Ils ont déjà traduit plus de 100 millions de pages web et se sont eux-mêmes développés très rapidement à l'international. Bonjour Augustin, ça fait plaisir de t'avoir sur le podcast. Salut Johan, moi aussi je suis ravi d'être là. Tu es le CEO et cofondateur de Weglot, la solution qui permet d'automatiser la traduction de sites en plusieurs langues. On est content de pouvoir discuter avec toi parce que on gère plusieurs sites e-commerce, dont un qu'on avait relancé récemment à l'international. Et justement, on avait utilisé Weglot pour les traductions. Sur Shopify, en tout cas, je trouve que ça fonctionne vraiment très bien. Bah écoute, je suis ravi. J'avoue que je savais pas avant de venir que vous l'aviez utilisé, donc tant mieux. Si, on connaissait déjà. Pour commencer, en fait, je voulais savoir comment vous est venue l'idée de créer Weglot, comment vous êtes arrivé à créer cette solution. Alors Weglot, en fait, on est derrière deux cofondateurs, c'est Rémi et moi. Et Rémi, c'est plutôt la partie technique, il est aussi CTO. Et l'idée, elle est venue de lui. En fait, elle est venue vraiment d'une frustration qu'il a eue. Il avait créé une première boîte qui était un mix entre, en gros, Le Bon Coin et Google Maps, une app de petites annonces avec le prisme de la géolocalisation. Et il s'occupait du dev dans cette première boîte, première aventure. Et à chaque fois qu'il y a eu un gros enjeu technique, il y avait toujours une solution hyper simple. Donc, quand il y avait le paiement, de trouver Stripe, la recherche Algolia, l'envoi d'email SendGrid, enfin bref, à chaque fois il y avait des choses simples pour faire des choses compliquées, pour répondre à des problèmes compliqués. Et quand il a voulu passer le site en plusieurs langues, en anglais d'abord, puis en allemand, alors qu'il est bilingue anglais, ça a été un cauchemar pour lui en tant que dev. Et il s'est dit, mais je comprends pas, il n'y a pas un outil facile que je peux juste ajouter ou copier-coller dans mon code et ça y est, c'est traduit et j'ai plus qu'à m'occuper des traductions et voilà. Donc voilà, c'était une grosse frustration et de cette grosse frustration est née l'idée de Weglot et un premier petit script qu'il a fait tester en milieu fin 2015. D'accord. Et au départ, comment vous avez fait pour avoir vos premiers clients et aussi pour valider l'idée ? Bah, il n'y a pas de secret, hein. On l'a fait à la main, très à la main. Un premier utilisateur, c'était Rémi qui l'avait trouvé. Ensuite, on a fait nos réseaux proches et moins proches respectifs. Et après, on est même allé. Là, c'est vraiment, je parle du tout début. Hein. On est allé, on faisait la tournée des espèces de coworking. Je me souviens aller au Nouma et faire les ranger une par une, toquer sur l'épaule des gens en leur demandant s'ils avaient un site web, si c'était le cas de pouvoir installer Weglot et me dire ce qu'ils en pensent. C'était assez marrant. Et on a eu un premier client qu'on a démarché par téléphone, ce qu'on n'a plus jamais fait après. Donc on avait l'idée sur la base d'une distribution qui n'était pas si valable. Je lisais récemment dans une étude que pour 56% des consommateurs, c'était plus important d'acheter en ligne dans leur propre langue que même le prix du produit. Donc, même si quelqu'un trouve un produit sur un site en anglais, un meilleur prix, il va quand même préférer acheter plus cher sur un site qui est traduit dans sa langue. Et je trouvais ça impressionnant. Enfin, d'où l'importance de traduire son site dans la langue locale du pays où on veut vendre. Je me demandais en fait s'il y avait des pays ou des langues de ce que vous avez pu observer que les entreprises françaises privilégient. On a la chance d'être en Europe dans notre industrie où il y a beaucoup de langues et des pays qui sont relativement petits quand on compare à des tailles de pays comme la Chine ou les États-Unis. Et donc les Français dérogent pas à la règle. Je pense que la première langue qu'on observe c'est l'anglais. Ça permet de tout de suite s'ouvrir à la fois aux anglo-saxons, anglais ou américains, mais aussi au reste de l'Europe pour ceux qui parlent anglais. Et après, les autres langues qu'on a pu voir, c'est un peu sans surprise, mais les pays limitrophes, ça paraît assez évident et intuitif, mais en fait, espagnol, italien, allemand, c'est clairement les langues qui reviennent, quoi. Et en général, quels sont les plus gros challenges de vos clients en ce qui concerne la traduction du site et particulièrement dans l'e-commerce ? Il y en a plusieurs. Après, ça dépend. On va avoir des e-commerçants qui vont cumuler les 3 challenges, d'autres qui vont en avoir qu'un seul. Je pense qu'il y en a 3 principaux. Le premier, c'est la rapidité avec laquelle ils peuvent lancer une langue.
la traduction, ça fait un petit peu peur parce que c'est tout de suite beaucoup de contenu et une montagne assez haute. Et en plus, on maîtrise pas généralement la langue ou pas complètement. On sait pas trop par quel bout commencer. Donc, on se dit que ça va prendre des mois et des mois parce qu'en plus de la problématique technique de pouvoir le faire, il y a la problématique traduction, de pouvoir mettre en ligne des traductions qui correspondent à ce qu'on veut en termes de qualité. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Je pense que c'est le temps. Et nous, on a essayé de travailler beaucoup là-dessus pour tout de suite donner la possibilité aux e-commerçants d'avoir une langue rapidement mise en ligne, peu importe les workflows, les qualités de traduction qu'elle voulait. Donc, en fait, quelqu'un peut avoir une langue en plus en quelques minutes ou quelques jours, semaines, en fonction de l'effort qu'ils veulent mettre dans la revue des traductions. Après, le deuxième problème qu'on a souvent rencontré, c'est plutôt le coût et la qualité des traductions. Si aujourd'hui vous voulez faire traduire la totalité de votre contenu, un e-commerçant a au moins 50 000 mots à traduire. Donc, si vous voulez faire traduire ça, c'est à 20 centimes le mot, on voit tout de suite que le budget est très important. Nous, on propose quelque chose qui permet de un peu construire sa qualité de traduction avec à sa disposition le meilleur de la traduction automatique, l'accès ou la possibilité de pouvoir inviter ses propres équipes pour faire de la revue de contenu traduit, ou même de pouvoir traduire une partie ou la totalité de son site en traduction professionnelle. Donc, on donne vraiment l'outil pour qu'il puisse construire sa qualité de traduction. Oui, je trouve que c'est très pratique, ce mix entre traduction automatique et manuelle. On peut traduire une bonne partie des contenus automatiquement, donc aller plus vite. Et ensuite, on peut affiner tout ça manuellement. Ouais, exactement, c'est ça. Et ça, c'est vraiment très dépendant des marques elles-mêmes, de leur politique. Nous, on a des marques qui, alors c'est là, je peux pas la citer, mais qui font plus d'1 milliard de chiffre d'affaires et qui sont en 100% automatique, et qui sont très contents de ce que ça propose. On a d'autres marques qui préfèrent faire un mix des deux ou même du 100% traduction professionnelle. La combinaison des deux, je pense que c'est vraiment les deux challenges les plus importants. Nous, en proposant rapidement une solution simple, facilement testable, parce on est héroïste, comme n'importe quel e-commerçant, nous aussi. Et les gens peuvent assez rapidement se rendre compte si ça produit de la valeur ou pas. Récemment, on a Jimmy Fairley, qui est un lunetier français, qui est très présent en ligne avec quelques boutiques et qui nous a utilisé pour lancer plusieurs langues, l'anglais, l'italien, l'allemand. Ils ont été assez, je pense, de leur côté contents de la rapidité avec laquelle ils pouvaient le faire et des résultats, avec une augmentation de leur chiffre d'affaires international x10, ratio de conversion qui a augmenté aussi x6. Donc non, ça fait partie des cas d'usage qu'on adore accompagner, quoi. Je pense que le dernier point, qui est toujours quelque chose d'assez sensible, c'est le SEO. C'est important pour les e-commerçants de savoir que en langue traduite, leurs versions traduites, elles seront bien visibles et indexées par les moteurs de recherche. Donc, si j'ai un site en français, que j'ajoute l'anglais et l'italien, je vais être sûr que mes versions anglaises et italiennes, elles sont bien indexées et qu'elles elles sortent dans le résultat de recherche le mieux possible pour les mots-clés qui correspondent. C'est clair, ça fait partie de la stratégie d'internationalisation. Le SEO, c'est super important pour pouvoir s'imposer sur un marché. Tu pourrais nous en dire plus sur la façon dont l'outil facilite l'optimisation du référencement? Comment ça fonctionne? Alors, je peux assez rapidement parler de la technique, parce que c'est d'abord la technique, le SEO. Il faut respecter un certain nombre de critères, on va dire, ou plutôt de lignes directrices données par Google. Et en fait, il y en a 3 pour le multilingue. C'est avoir des URL qui sont dédiées et uniques, en tout cas au moins pour les moteurs de recherche. Donc ça peut être l'utilisation des sous-répertoires avec un /en pour l'anglais, ou d'un sous-domaine en.monsite.fr, ou même d'un nom de domaine différent. On voit souvent parfois monsite.fr, mywebsite.com, par exemple. Ça, c'est un point. Le deuxième, c'est arriver à bien faire savoir à Google et les autres moteurs de recherche qu'il existe des versions traduites de la page. Donc ça, on utilise soit un sitemap, soit les balises hreflang. Nous, on va ajouter ça automatiquement. Et le dernier point, c'est de proposer des traductions qui soient traduites côté serveur. Donc, pas uniquement côté client. Même si Google s'améliore dans la parsing et la détection du contenu en JavaScript, c'est quand même beaucoup plus fiable et performant quand c'est dans le code source. D'accord. Et donc aussi le fait qu'il y a une grande partie de ces éléments qui sont traduits automatiquement, ça permet de mieux indexer le site. Ouais, avec Weglot, on a tout de suite la configuration qui permet de faire
de pouvoir être indexé en langue traduite. Et ensuite, on a évidemment les mots-clés, les balises propres au SEO et le contenu qui est en langue traduite. Et il y a nos utilisateurs vont faire un travail sur la révision ou l'amélioration de ces éléments, comme les titres de page ou le H1, etc. Effectivement, pour la stratégie de référencement naturel, il faut quand même travailler avec un spécialiste local, un traducteur ou au moins quelqu'un qui est natif. Le même mot dans différents contextes n'a pas toujours la même signification et si on ne connaît pas vraiment les nuances de la langue, on risque de se positionner sur le mauvais mot-clé et donc personne ne trouvera notre produit en faisant une recherche sur Google. D'ailleurs, on avait travaillé avec un e-commerçant. C'était un produit assez technique dans le domaine dentaire. Et là, on n'a pas seulement besoin d'un traducteur, mais aussi d'un expert, d'un praticien. Par exemple, un mot qui est scientifiquement correct, ce n'est pas forcément le mot que les dentistes vont utiliser au quotidien dans le langage courant dans le pays pour ce type de produit. Donc c'est vrai qu'il y a plein de choses à prendre en compte par rapport aux mots-clés et qu'il faut affiner manuellement avec un spécialiste. Ouais, je suis d'accord avec toi. De toute façon, c'est un travail itératif. Il faut voir à peu près quel est le trafic qu'on peut générer dans la langue traduite. C'est des choses qu'on peut améliorer. Nous-mêmes, on utilise Weglot sur pas mal de nos propres sites. Donc sur notre site principal marketing, on l'utilise et on a une version japonaise. Et pour la version japonaise, on fait intervenir quelqu'un qui est en charge juste du SEO et des mots-clés pour arriver à bien cerner les termes de recherche, comme c'est quelque chose qu'on maîtrise pas du tout. C'est ça qui est aussi sympa avec l'outil Weglot, c'est qu'on peut inviter quelqu'un sur le projet, donc il va utiliser Weglot sur notre site et il va pouvoir avoir accès directement aux différents éléments qui composent les mots-clés pour notre recherche, faire ses modifications et voilà. On n'a pas eu besoin de passer par une équipe technique, on n'a pas eu besoin de passer par autre chose que lui envoyer une invitation. Et donc ça permet aux personnes qui travaillent dans l'entreprise ou aux traducteurs de collaborer sur la traduction du site. Et j'avais vu que vous avez aussi des partenaires agréés, si je me trompe pas. Donc c'est quoi? C'est des traducteurs professionnels avec qui on peut travailler directement depuis le compte Weglot? Exactement, ouais, tout à fait. Alors nous, encore une fois, hein, le but c'est vraiment de mettre à disposition l'ensemble des ressources possibles pour arriver à construire sa propre qualité de traduction et ce que le client veut faire. Donc pour un e-commerçant, certains e-commerçants vont dire je vais peut-être traduire ma page d'accueil et mes 5 meilleurs produits, enfin ceux qui se vendent le mieux, par un traducteur professionnel pour voir si ça change quelque chose, pour faire un test par exemple. Et à ce moment-là, il y a plusieurs possibilités. Soit lui-même connaît un traducteur avec lequel il a déjà travaillé ou a entendu parler d'un traducteur. Dans ce cas, il peut l'inviter, toujours ce format sur son projet. Ou alors, il peut fonctionner de manière transparente et un peu clé en main. Il passe les commandes directement depuis le compte Weglot et nous, on va sous-traiter ça auprès de traducteurs professionnels avec lesquels on travaille. Et ça dépend du volume de mots, mais bon, entre 24 heures et une semaine, il va récupérer ces traductions et elles sont directement réintégrées sur son site et diffusées. Par rapport à la partie automatisation de la traduction, comment ça fonctionne? De ce que je vois, il y a une part de machine learning dans la manière dont on se fait les traductions. Ouais, alors nous en fait, ce qu'on fait, c'est que le premier volet de traduction qui est proposé par Weglot, dès l'ajout du service, c'est de la traduction automatique. Et donc cette traduction automatique, on va se fournir auprès de traducteurs, les meilleurs traducteurs automatiques du marché. Donc il y en a plusieurs. Il va y avoir DeepL, Microsoft Bing, Google Translate et Yandex. C'est principalement ces quatre-là. Et on va choisir les meilleurs en fonction des paires de langues. Donc en fonction des paires de langues, on va prendre le critère de stabilité, de qualité de traduction, et on va aiguiller le bon fournisseur en fonction de ça. D'ailleurs, j'ai vu que vous êtes même présent dans plus de 100 pays. Comment vous vous y prenez en fait au niveau du développement international de Weglot, pour vraiment diffuser et être connu dans beaucoup de pays? Ouais, alors nous dès le début on a été international et ça tient à notre modèle de distribution. En fait, on est principalement distribué via 3 canaux. Le premier, c'est dans les marketplace App Store des technologies qui permettent de créer un site web. Donc par exemple, on va avoir un plugin sur WordPress, une app sur Shopify,
un module sur PrestaShop, etc. Et ça, c'est en fait instantanément, quand on est en ligne, on n'est pas en ligne qu'en France, on est en ligne dans les différents pays. Donc pour les différents mots-clés qui nous correspondent, les gens, on avait tout de suite des utilisateurs qui venaient des États-Unis ou d'autres pays. D'ailleurs, les États-Unis aujourd'hui, c'est notre premier pays avec environ 16% de notre chiffre d'affaires. Et après, les autres moyens qu'on a de distribuer, ça va être du AdWords. Là, c'est pareil, sur nos mots-clés dans les différents pays. Et enfin, d'être présent au sein des communautés techniques, participer, s'impliquer, sponsoriser. Et ça se fait au niveau local, donc dans les différents pays, mais pas qu'en France. Et au niveau un peu plus global, quand il y a des rendez-vous ou des salons qui sont mondiaux ou US ou européens. Ouais, j'ai vu que vous participez à plein d'événements à l'étranger, comme par exemple, j'avais vu le WordCamp de WordPress à Johannesburg, en Afrique du Sud. Est-ce que vous avez eu des challenges pour vous faire connaître dans tous ces pays ou peut-être qu'il y a eu des choses à adapter, par exemple? En fait, il y a toujours des challenges. Pour être assez transparent, on a assez naturellement un premier flot d'utilisateurs et de clients qui viennent de ces pays. Mais ensuite, pour passer l'étape d'après, ça demande quand même un peu plus d'investissement en temps et en budget. Et pour ça, on a différents types de challenges, mais ça va être la maturité du marché. Le marché n'est pas aussi mature à Johannesburg qu'il peut l'être en Allemagne, par exemple. Ça peut être la langue, le Japon. Comment est-ce que le marché en gros, du site web est un peu structuré? Est-ce que c'est beaucoup de freelance, beaucoup d'agences? Qui sont les prescripteurs? Comment les gens cherchent des solutions? Ouais, il y a un peu de spécificité systématiquement dans les pays qu'on essaie de viser un peu plus en détail, mais globalement, pour 80% de notre stratégie, elle est la même dans tous les pays. Et on va plutôt essayer d'être spécifique en termes de technologie. En fait, on pense que c'est plus important pour les utilisateurs d'avoir une solution qui soit vraiment très proche de la technologie qu'ils utilisent pour leur site, plutôt qu'une solution qui soit très locale et dans leur pays. Alors, l'idéal serait d'avoir les deux en même temps, mais pour le moment, on se concentre plutôt sur être très pertinent d'un point de vue technologique. Ça va venir avec le temps, sûrement. D'ailleurs, puisqu'on parlait de challenge, en général, le service client, c'est quelque chose qui pose beaucoup de problèmes dans l'e-commerce, et pas seulement. Pour vous, comment ça se passe? Comment vous scalez ça à l'international? Puisqu'il me semble que vous êtes passé de quelques demandes par jour à plusieurs centaines. Et j'imagine que ça ne doit pas être évident à gérer le service client en plusieurs langues. Ouais, c'est une très bonne question. Alors en fait, nous, le service client, c'est quelque chose qui est vraiment clé et hyper important depuis le début. Pendant la première année, avec Rémi, je pense que 85% de notre temps, c'était de répondre aux utilisateurs. C'est là qu'on apprend le plus et c'est comme ça qu'on fait évoluer le produit et hiérarchiser la roadmap. Aujourd'hui, dès le départ, la langue de prédilection de Weglot pour répondre et pour communiquer avec nos utilisateurs, c'était l'anglais. Et ensuite, on permet de le faire aussi en français, évidemment, pour ceux qui nous parlent en français ou ceux qui viennent de France. Et maintenant, on a en plus également l'espagnol. Mais voilà, donc on a ces trois langues-là. Et généralement, on n'a pas trop de... Alors, encore une fois, une exception, le japonais. On a quelques demandes en japonais. Euh, mais à part ça, on n'a pas trop de problèmes de communication, d'expérience client. Alors oui, je pense que si on continue de grossir aussi bien et que tout se passe comme on le souhaite, probablement la question de la langue dans le support client viendra à un moment, mais on va dire qu'elle est importante mais pas prioritaire pour moi. Et aujourd'hui, on va dire qu'on reçoit à peu près environ 300 emails par jour. Ça, ce qui est, c'est pas forcément effectivement c'est important. Et surtout que le service client chez nous, c'est vraiment quelque chose auquel dans notre ADN. Donc pour faire ça, on répond en anglais par défaut et comme je disais, on aiguille en fonction de ce qu'on peut détecter si c'est de l'espagnol ou du français. D'accord, donc vous avez fait le choix de vous concentrer sur la langue principale dans un premier temps et peut-être plus tard élargir en fonction des besoins. En fait, déjà, on pense qu'avec ces trois langues-là, on couvre quand même un certain nombre un bon pourcentage de compréhension dans la totalité de nos utilisateurs. Ensuite, généralement, dans l'industrie des sites web, les gens parlent quand même un tout petit peu anglais. Enfin, il y a peu de gens qui parlent pas du tout anglais. Et quand c'est le cas, et quand on maîtrise pas du tout la langue, par exemple, quand on reçoit des questions en russe, on va avoir sur des traducteurs automatiques pour
pour avoir une première idée de ce que ça veut dire. Ouais, et aujourd'hui, vous avez une forte croissance. Quels sont vos chiffres au niveau des ventes et des clients? Aujourd'hui, on a quasiment 15 000 clients et on fait quasiment 5 millions d'ARR, en gros de revenus récurrents annuels. Et à ton avis, pour toi, ça a été quoi les facteurs clés de la réussite et de la progression aussi rapide? C'est pas toujours évident d'avoir beaucoup de recul dessus. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que bon, déjà, on est sur des marchés qui sont en croissance. Donc, il y a davantage de pénétration de la digitalisation, donc de plus en plus de sites chaque année. En plus, les CMS, il y a une vraie vague de pouvoir créer un site et gérer un site sans avoir forcément besoin de coder. Et nous, on s'inscrit complètement dedans. On est vraiment, l'idée, c'est d'avoir vraiment une brique traduction multilingue, no-brainer. Pas de besoin de dev pour le faire. C'est quelque chose qui doit être très simple et à la fois très performant. Donc ça, je pense que c'est une tendance qui est vraiment en croissance. La deuxième, c'est on essaye d'avoir un produit qui est mondial tout de suite et en plus qui est self-service. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de démarcher les gens pour les convaincre que la traduction c'est important pour eux et qu'il faut qu'ils prennent notre produit. On va plutôt essayer de chercher des nœuds de distribution dans lesquels des gens ont cette problématique-là. Et en l'occurrence, il y a deux types de personnes qui peuvent avoir cette problématique. Les gens qui sont plutôt côté contenu marketing et d'autres qui sont plutôt côté technique. Quand il y a deux problèmes à régler en même temps, c'est d'autant plus pertinent et ça veut dire que le marché est quand même assez grand pour nous. Et avoir un produit qui soit vraiment facilement utilisable sans avoir à mettre de ressources humaines importantes pour le distribuer, ça permet de pouvoir grossir assez rapidement. Et quand je dis ça, c'est que c'est-à-dire que nous, on fait attention à ce que entre le moment où la personne nous trouve et nous essaye, il y ait le minimum de temps possible. Il faut qu'en quelques minutes, la personne puisse tout de suite voir la valeur qu'on apporte et choisir de continuer ou pas avec nous. Ça, c'est le deuxième point. Je pense que le troisième, c'est aussi, on est aussi sur un marché assez vieillissant, une industrie où la traduction, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup été digitalisé, hormis le côté production de contenu traduit automatique. Nous, on n'est pas tellement dans la partie production de la traduction. Ça, on le laisse plutôt à nos partenaires. Mais nous, on est vraiment dans les tuyaux qui permettent de facilement pouvoir gérer et publier les traductions automatiques. Donc, il n'y a pas énormément de concurrents. C'est un segment où il y a eu peu d'innovation. Et voilà, je pense que ces trois critères-là, en plus de notre équipe qui est top, je pense que l'équipe support chez nous, l'équipe marketing chez nous, l'équipe dev, ça permet de pouvoir bien exécuter et tirer un maximum de croissance. D'ailleurs, vous êtes combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on est un peu plus de 20. On est quasiment 25. Et peut-être le modèle de revenu aussi, ça a dû contribuer à la croissance de Weglot. Vous proposez un abonnement, donc du coup, ça génère des revenus récurrents. Et j'imagine que ça vous permet de vous concentrer plus sur la qualité, le service client, développer de nouvelles fonctionnalités. Ouais, c'est sympa que tu me souffles cette réponse. C'est vrai que c'est un peu le cas. Enfin, c'est complètement le cas. Je pense que ce modèle de revenu, déjà, il est assez cohérent avec ce qu'on propose. On ne peut pas simplement avoir un stock de traduction. On propose de vraiment brancher facilement l'infrastructure et la configuration qui permettent de diffuser le site en plusieurs langues. Et après, effectivement, c'est aussi un modèle de revenu qui permet de se concentrer beaucoup sur la qualité du produit, la qualité de l'expérience qu'on propose à nos utilisateurs et qui permet aussi qui est assez contraignant dans la mesure où si nos clients ne sont pas contents, d'un mois sur l'autre, ils peuvent s'arrêter ou d'une année sur l'autre, ils peuvent s'arrêter. Donc ça nous contraint, nous, à une obligation d'innovation permanente et de prise en compte des retours clients en continu pour améliorer le produit. Et je pense à une autre chose, notre modèle de pricing qui est à la fois une période d'essai gratuite pendant 10 jours et un plan gratuit qui permet de pouvoir utiliser Weglot pour des petits besoins. Ça a aussi contribué à cette croissance. Ça permet à des petits sites de pouvoir quand même utiliser Weglot et d'en profiter sans forcément avoir à payer un plan chez nous. Oui, et c'est vrai que l'abonnement, d'un point de vue business model, quand on a du récurrent, ça apporte une vraie stabilité dans la trésorerie. Ça atténue la saisonnabilité des ventes d'un produit. Et même dans l'e-commerce, quand on vend des produits one-shot qui sont achetés une seule fois,
avoir en parallèle un certain nombre de clients qui sont abonnés et qui reçoivent les produits de manière récurrente tous les mois, ça apporte une vraie stabilité dans l'entreprise et dans la trésorerie. Ouais, bah, c'est clair. De toute façon, je pense que c'est vertueux pour l'entreprise, mais aussi pour le service et le produit final. Parce que les gens ne restent pas abonnés s'ils ne sont pas satisfaits du service. Ouais, c'est exactement ça. Est-ce que tu aurais 3 conseils pour les entrepreneurs qui voudraient se lancer à l'international? Euh, ouais, j'ai 3 conseils. Je pense que il faut bien comprendre quels sont les use cases qui s'offrent à eux. Je pense qu'il y en a 2 principaux. C'est avoir des sites indépendants en fonction des pays. Donc, on va avoir un site dédié pour le Japon, par exemple, un site dédié pour l'Allemagne, un pour la France. Et il y a une deuxième option qui est avoir un site qui est déclinable en différentes langues. En fonction de ces contraintes, ça peut être des contraintes produits, stock, on choisit la configuration qui nous paraît mieux. Et nous, toute la partie où c'est des sites indépendants, on va pas du tout être pertinent. Donc là, ce sera pour eux, à mon avis, ils seront obligés de passer par une étape de gérer en parallèle plusieurs sites. Et donc, c'est autant de plus de boulot, mais bon, parfois, c'est indispensable. En revanche, pour tous les autres cas d'utilisation, je pense qu'il faut nous essayer et nos concurrents et se faire une idée sur ce que ça rapporte comme en termes de valeur, de rapidité d'exécution et de test, et ensuite continuer avec nous ou pas. Mais voilà, il faut évidemment passer par le test. Hein. Je pense que les e-commerçants sont les mieux placés pour ça, que ce soit pour la traduction ou d'autres fonctionnalités en ligne. Le but, c'est de tester. C'est jamais meilleur que passer par le test et se faire sa propre idée du ROI. Merci beaucoup Augustin. Pour ceux qui nous écoutent, oui, ils peuvent en savoir plus sur Weglot et bien sûr, où ils peuvent trouver l'application. Ouais, bien sûr. Vous pouvez nous trouver, on a un site, hein, weglot.com, dans lequel vous pouvez trouver les différentes intégrations. En particulier pour les commerçants, on va être aussi présent sur l'App Store de Shopify, sur plugin WordPress pour WooCommerce ou module pour PrestaShop. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fonctionne sur toutes les technologies. Même si c'est quelque chose de custom ou sans CMS, ça fonctionne aussi. Et vous pouvez nous trouver sur LinkedIn, Twitter principalement. Merci. On va mettre tous ces liens dans la description de l'épisode. Et vraiment, merci encore pour tous tes conseils et ton partage d'expérience. Merci beaucoup. À bientôt. À très vite. Vous retrouverez le site du podcast sur e-commercegeeks.fr où vous pouvez vous inscrire à la newsletter. On partage régulièrement des conseils et des astuces en e-commerce. Alors si vous voulez aller plus loin et que vous avez besoin d'un coup de pouce pour développer votre e-commerce, que votre chiffre d'affaires a atteint un plateau ou que trop de visiteurs viennent sur votre site et repartent sans acheter, ou tout simplement que vous avez besoin d'un avis extérieur sur les freins à l'achat sur votre site, c'est exactement notre métier de vous accompagner. Nous avons créé un programme de coaching développé spécifiquement pour les e-commerçants qui ont des difficultés à développer les ventes de leur site e-commerce. On vous aide à identifier les stratégies exactes que vous devez mettre en place pour pouvoir atteindre vos objectifs de vente, mais aussi, et c'est très important, ce qu'il faut arrêter de faire pour avancer plus vite. Alors nous répondons à toutes vos questions et on trouve ensemble des solutions à vos plus grands challenges. Alors si ça vous parle, le programme est fait pour vous. On vous donne rendez-vous sur la page e-commercegeeks.fr/coaching. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. À très vite.